Imaginez un crocodile affamé lâché en liberté dans un musée rempli de touristes. Vous regardez avec atrocité les dégâts que cette créature infâme inflige à ses victimes. D'une certaine manière, on peut comparer le résultat de cette scène atroce aux ravages que les parents narcissiques infligent à leurs enfants. Pour commencer, parlons de ce qu'est le trouble de la personnalité narcissique. Parce que si vous voulez comprendre comment et pourquoi les parents narcissiques blessent leurs enfants, il faut d'abord comprendre ce qu'est le trouble de la personnalité narcissique. Pour une personne qui est atteinte du trouble de la personnalité narcissique, d'un point de vue psychologique, son attachement a été perturbé lorsque cette personne était jeune. Par conséquent, cette personne vit avec un sentiment formatif d'invalidation, c'est-à-dire une blessure narcissique. Vous vous dites peut-être, oui, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Prenons les cas des enfants qui participent à des concours de beauté. Vous pensez, oh, cette petite, elle est choyée, elle est adorée par sa mère, regarde, elle est dans un concours de bonté, et même, regarde, elle a gagné le prix, elle a gagné la couronne, c'est la plus belle. Mais non. Ce qui se passe quand ces gens-là participent à un concours de beauté, on leur dit non, t'es pas assez mignonne, t'es pas assez grande, t'es pas assez mince, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es pas assez ça, tu dois faire un régime, tu dois... Ce que la personne est en elle-même, ce n'est jamais suffisant. Il faut toujours qu'elle trouve un moyen de transformer son vrai soi en un idéal, l'idéal de quelqu'un d'autre. Et ça peut créer des troubles de la personnalité. Il y a aussi l'extrême qui est les enfants qui sont maltraités. Vous comprenez ça, c'est un extrême qui est plutôt plus facile à comprendre. Quelqu'un qui est maltraité, j'avais parlé du cas de Guillaume, sa mère le maltraitait. Il lui disait toujours qu'il n'était pas assez bon, des fois elle le battait, etc. Et maintenant Guillaume, c'est un adulte, pour ranimer sa fierté, il passe à un autre extrême. Il est arrogant et il est souvent imbu de pouvoir envers les autres. Pourquoi? Parce qu'il est en train de cacher la blessure qu'il a depuis son enfance, que sa mère lui a fait mal en le maltraitant quand il était enfant. Donc dans ces deux cas, on parle d'extrême de la parentalité. D'un côté, il y a l'enfant qui est choyé, mais même si cet enfant est choyé, quelque part, il sait qu'il n'est pas assez bon. Et d'un côté, il y a l'enfant qui est maltraité, on lui dit directement qu'il n'est pas assez bon. Donc, quelle qu'en soit la cause, l'enfant ne parvient pas à former un sentiment réaliste de sa propre identité. Par conséquent, il ou elle surcompense son estime de soi en adoptant le rôle d'un personnage plus grand que nature. Et cette fausse idée de lui-même s'enracine jusqu'à l'âge adulte. En ce qui concerne vivre avec un narcissique, bien que les conjoints souffrent souvent, atrocement, les enfants des narcs sont les plus vulnérables à leurs abus parce qu'ils ne peuvent absolument pas se défendre. Ce ne sont que des enfants. Les narcissiques ont un arsenal d'armes psychologiques infernales à portée de main. Manquant d'empathie, ils ne suivent pas les règles élémentaires d'équité et de réciprocité dans leurs relations, surtout et souvent pas avec leurs enfants. Pour soutenir leur façade de supériorité, les parents narcissiques utilisent les tactiques suivantes pour gagner dans leur jeu incessant de contrôle et de rabaissement des autres. Donc, ici, on va voir 7 points que les parents narcissiques utilisent. 1, il y a la critique, le blâme. 2, le blâme. 3, la projection. 4, le mensonge. 5, la terreur. 6, le gaslighting. Et 7, la violation des limites. Ils utilisent également ce qui peut sembler à première vue être des tactiques positives. Par exemple, l'idéalisation, l'attention excessive, la projection idolâtrée, les éloges exagérés. Donc, on va voir les deux genres d'enfants qu'un parent narcissique peut avoir. Donc, il y a ce qu'on appelle l'enfant en or ou le favori. Et puis, il y a aussi le bouc émissaire, le vilain petit canard, l'enfant souffre-douleur. Donc, ici, vous avez deux genres d'enfants, le favori et le souffre-douleur.
Donc, pour écourter ça, je vais dire l'enfant en or et le bouc émissaire dans cette vidéo. Winston Churchill a un jour dit, si vous traversez l'enfer, eh bien, continuez. Ne vous arrêtez pas. C'est un peu la vie d'un enfant qui a un parent qui est narcissique. Il traverse l'enfer et la seule façon de survivre, c'est de continuer, de se dire il y aura de la lumière à la fin du tunnel. Un jour, pour l'instant, je suis un enfant, mais un jour, je serai un adulte, je serai capable de m'échapper de cette situation une fois que je suis adulte. Donc, comme Winston Churchill a dit, si vous traversez l'enfer, eh bien, continuez. Ce n'est pas facile de vivre dans une famille dysfonctionnelle. Les parents narcissiques attribuent des rôles à leurs enfants. Typiquement, il y a un enfant en or et un bouc émissaire. L'enfant qui a toujours raison, qui est magnifique, qui est parfait. Et puis l'enfant sur qui tous les torts sont rejetés, l'enfant que l'on n'aime pas. L'enfant en or est le favori. Donc, il engloutit les forces et les succès que la mère ou le père aurait aimé avoir. Donc, quel que soit ce qu'il fait, il est célébré. Et ses échecs sont négligés ou bien souvent imputés à l'enfant bouc émissaire. Souvent, l'enfant en or est une projection de ce que les parents narcissiques veulent croire d'eux-mêmes. Une image miroir, idéalisée, contrôlée et manipulée pour que l'enfant se conforme à cela. Prenons le cas de Marianne et de sa famille. Marianne est une maman seule de 4 enfants. Donc, sa première fille, c'est Mélanie. Après, vous avez Osvaldo, Aurélia et Erika. Le bouc émissaire dans cette famille, c'est la première fille, Mélanie. L'enfant en or, c'est le dernier enfant, Erika. Donc, dans la famille de Marianne, Erika n'a jamais tort. C'est la petite chouchoute, c'est la préférée de tout le monde, etc. Et quoi qu'elle fasse, elle n'a jamais tort. Il y a des choses que quand Mélanie faisait, prenons l'exemple d'Erika à 14 ans. Il y a des choses que Mélanie faisait quand elle avait 14 ans, elle était battue, insultée et battue. Mais Erika fait exactement la même chose à 14 ans. Oh, c'est rien, c'est juste une crise d'adolescence. Oh, allez, on va t'acheter une nouvelle robe. Comme ça va te calmer un peu. Vous voyez la différence dans la parentalité de ces deux enfants? Donc l'un, c'est le bouc émissaire et l'autre, c'est l'enfant favori. Le bouc émissaire ne peut rien faire de bien. En tant que réceptacle de blâme pour les problèmes de la famille, cet enfant est la cible des critiques, du ridicule et de la rage de ses parents. Peu importe à quel point le bouc émissaire essaie ou à quel point il est capable, c'est rarement assez bon. Par exemple, t'as eu un 18 en maths, c'est tout? Pourquoi t'as pas eu un 19? Ou ce genre de choses. Les maths, c'est difficile, hein. Franchement, il y a des gens qui trouvent ça facile, mais je pense que la majorité des humains trouvent que les maths, c'est une matière difficile. Donc, quelqu'un qui a 18 en maths, il faut célébrer. Mais si vous êtes un bouc émissaire et que votre parent est un parent narcissique, pour lui, un 18 en maths, ce ne sera jamais bien. Parce que vous n'avez pas eu le 20. Et si un jour, par miracle, vous réussissez à avoir un 20 en maths, il va vous dire pourquoi est-ce que vous avez eu un 14 en biologie. Donc, ce sont des gens qui ne vont jamais vous célébrer. Les deux rôles dans la famille narcissique endommagent la fausse identité qui nie l'authenticité de l'enfant et conduisent à un traumatisme complexe qui peut durer toute une vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais rentrer un peu plus en détail, mais grosso modo, ça veut dire que le parent inflicte un rôle à l'enfant. Et ce n'est pas nécessairement ce que l'enfant est. Par exemple, le parent dit toi, Justin, tu es un cow-boy. Mais Justin n'est peut-être pas un cow-boy. Justin n'est pas intéressé au film de western. Mais parce que son parent lui pose ce rôle sur lui, il le force à l'adopter. Et ça fait du mal à la personnalité et à la psychologie de l'enfant. Je ne suis pas un cow-boy. Pourquoi est-ce que tu me forces à être un cow-boy? Ce n'est pas moi. Je déteste les films de western, etc. Je ne peux pas les supporter. J'aime pas les cow-boys, j'aime pas les chevaux, j'aime pas... Mais le parent force l'enfant à être ça. Donc, le parent force l'enfant à être le favori, force l'enfant à être le bouc émissaire. Et vous avez toute une autre gamme
de statut quand il y a d'autres enfants au milieu, que ça va être l'enfant poubelle, l'enfant ci, l'enfant ça. Je vais faire une série de vidéos sur les enfants dans les familles narcissiques. J'ai quelques idées sur ça, donnez-moi un peu de temps, je suis en train de travailler dessus et vous allez voir, c'est super intéressant. Donc il y aura une vidéo spéciale pour l'enfant en or, une vidéo spéciale pour le vilain petit canard, une vidéo spéciale pour l'enfant rejeté, une vidéo spéciale pour l'enfant invisible, etc., etc., etc. Donc si vous ne voulez pas manquer ces vidéos, je vous invite à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous les verrez. Donc c'est toute une série de vidéos sur chaque aspect de l'enfant, des enfants des parents narcissiques. Donc ici, on a vu que l'enfant en or est adoré. Il est posé sur un piédestal, bien malgré lui, parce qu'au fond, il n'a rien fait pour mériter ça. Donc le parent narcissique fait que l'enfant en or, c'est une sorte d'idole dans la famille. Mais la réalité, c'est que l'enfant en or n'a rien fait pour mériter ça. C'est bien malgré lui. Donc, on va voir la blessure de l'enfant en or. L'enfant préféré du parent narcissique est au-dessus de tout reproche, idolâtré et protégé de la dérision, du blâme et d'autres abus. L'enfant en or représente les espoirs et les rêves du parent et on s'attend à ce qu'il reflète cette idéalisation. Peu importe à quel point cela est fantaisiste pour cet enfant, souvent l'enfant en or bénéficie de privilèges spéciaux ainsi que d'exemptions de responsabilités que les autres enfants sont censés gérer. Les membres de la famille doivent accepter le statut élevé de l'enfant en or et dans la hiérarchie du foyer, il doit être considéré presque comme un dieu. Prenons l'exemple de Marianne et de sa famille. Donc, comme j'ai dit, Marianne a 4 enfants et Erika, c'est la dernière. Erika ne fait pas le ménage. Elle ne sait pas faire le ménage. Elle ne sait pas cuisiner. Erika, quand elle rentre, parce qu'une princesse ne fait pas le ménage, une princesse ne cuisine pas. Erika, quand elle rentre à la maison, sa chambre est propre. Sa grande sœur qui fait le ménage doit aussi faire le ménage dans sa chambre. C'est comme ça que ça se passe dans les familles narcissiques. L'enfant en or, si l'enfant en or ne fait rien, personne ne le blâme. Mais si un jour la grande sœur a raté une chambre ou n'a pas fait ça, ça va être une pluie de critiques sur elle. Donc comme j'ai dit, peu importe à quel point cela est fantaisiste pour cet enfant bénéficie de privilèges spéciaux et cet enfant est aussi exempt de responsabilités que d'autres enfants doivent gérer. Donc, vous pensez peut-être que l'enfant en or, le favori, eh bien, il s'en tire plutôt bien, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Rappelez-vous de l'exemple du cow-boy que j'ai mentionné un peu plus tôt. Dans certaines familles, être un enfant en or vient avec un prix lourd à payer. Les parents narcissiques facturent un prix élevé pour leur favoritisme. C'est-à-dire, il y a l'enchevêtrement. J'ai une vidéo sur les enchevêtrements. Regardez ma vidéo sur les mères narcissiques et leurs filles, les mères narcissiques et leurs fils. Il y a la première vidéo de cette série, c'est l'enchevêtrement. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'enchevêtrement signifie d'un point de vue psychologique, regardez cette vidéo. Les mères narcissiques et leurs fils. Donc, le narcissique possède son enfant en or et exige la conformité et la loyauté de sa part. Si cet enfant tente de se détacher du contrôle du narcissique ou de nouer ses propres relations, eh bien, il fait face à un bataillon de punitions allant de la culpabilité au jugement. Il y a même le rejet, voilà, l'abandon en fait. Donc, l'enfant en or, il a tous ses privilèges, mais le prix à payer, c'est qu'il est prisonnier de ses parents. Ses parents contrôlent sa vie, c'est-à-dire que, ok, tu veux t'habiller avec des chaussures de je sais pas quoi là, de Auchan par exemple, tu es un enfant en or, tu dois porter du Gucci. Après il dit, mais maman, je peux pas aller à l'école avec des Gucci, tout le monde va se moquer de moi. Je préfère porter des chaussures normales, je sais pas moi, des Adidas, Nike comme tout le monde. La mère dit non, tu es mon enfant en or, tu ne portes pas des chaussures comme tout le monde. Porte des Gucci. Et va à l'école et les gens le regardent genre, qu'est-ce que tu fais à l'école avec des Gucci? Franchement. Donc, ça, c'est un tout petit exemple qui montre le contrôle que le parent narcissique peut avoir sur l'enfant en or. L'enfant en or ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit faire tout selon la perception de glorification du parent.
Donc, au-delà de la portée du narcissisme, les défis les plus difficiles de l'enfant en or sont d'établir une identité distincte, une identité bien à lui, une indépendance saine et de l'humilité. Les réalités de la vie sont susceptibles d'interférer avec le mélange déroutant d'arrogance et d'impuissance qui a été instillé dans cet enfant. Il peut avoir du mal avec la dissonance cognitive, d'avoir senti que son statut n'était pas mérité ou que les autres le considèrent comme ordinaire alors qu'on lui a dit qu'il était extraordinaire. On voit ça un peu avec, par exemple, l'histoire du... Je pense que c'est le prince Harry, parce que c'est un prince, donc il était quand même un enfant en or, parce que les princes sont traités comme des princes, hein. Alors, quand il était avec sa famille, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, sa famille le protégeait du ridicule, etc. Donc, il y avait toujours une sorte de protection. Mais maintenant qu'il est lâché tout seul en liberté, il n'a plus cette protection. Par exemple, dans son livre, il écrit des trucs qui sont vraiment personnels. Il écrit, par exemple, une scène où, j'ai du mal à dire ça, disons ses bijoux de famille, ses parties privées masculins, d'après lui, sont gelés. Alors, pour dégeler ça, il va mettre une crème Elizabeth Arden, une crème sur... oh, j'arrive pas à dire que je suis en train de parler ça. Et il va mettre une crème sur ses bijoux de famille. Mais la crème, c'est le même genre de crème que sa mère utilisait. Vous savez, les crèmes de cosmétiques pour avoir la peau plus jolie, etc. Bon, il est un prince. Quand il était avec sa famille, il fait des gaffes comme ça. La famille va trouver un moyen pour cacher, pour corriger, etc. Mais maintenant, il est tout seul. Et il dit ça au monde entier. Et vous savez que en Amérique, on se moque de lui comme c'est pas permis. Les hosts, les evening hosts, comment on appelle, les comédiens qui hostent les shows du soir, ils ont toute une gamme de moqueries pour lui. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et d'autres. Et ils se moquent de lui parce que on ne parle pas de ce genre de choses. Tu ne parles pas de oh tu as le bijou de famille qui a été gelé parce que tu es parti dans l'Arctique du Nord et maintenant pour le dégeler tu mets une crème Elizabeth Arden, la même crème que ta mère mettait. C'est un peu bizarre. Je vais voir si je peux trouver des liens de certaines de ces comédies que les comédiens ont fait sur lui. Je mettrai ça en dessous. Donc, pourquoi est-ce que je mets cet exemple? C'est pour vous montrer que tant que l'enfant en or est à la maison avec papa et maman, il est protégé. Il peut faire toutes sortes de gaffes. Papa et maman vont trouver un moyen de protéger cet enfant, euh, de faire en sorte que d'alléger la gaffe, l'effet de la gaffe. Mais quand il est tout seul, il fait face à la réalité. À la réalité, les gens vont te voir comme tu es, comme tu apparais vraiment. C'est-à-dire que si tu te comportes d'une manière stupide, les gens vont te traiter comme quelqu'un qui est stupide. Les gens vont rigoler de toi. Tu n'as plus cette protection que tu avais avec papa et maman. Donc c'est ça que je dis que les réalités de la vie sont susceptibles d'interférer avec le mélange déroutant d'arrogance et d'impuissance instillé à cet enfant. Pour que l'enfant en or en vienne à affirmer ses limites avec le parent narcissique et à former ses propres relations intimes, cela nécessite une volonté d'examiner le dysfonctionnement familial et de rompre avec son rôle prescrit. C'est-à-dire que si le parent disait toi tu es un cow-boy, l'enfant sait qu'il n'est pas un cow-boy. En grandissant, s'il est un adulte et qu'il continue de se comporter comme un cow-boy, eh ben, il est toujours sous le joug, la domination de ses parents. Il n'est pas sa vraie personne, il n'a pas sa vraie identité. S'il veut avoir sa vraie identité, une fois qu'il est adulte, il doit rompre avec cette tension que ses parents mettent sur lui. Et il doit dire non, je suis désolé, je suis pas un cow-boy, je suis juste moi, je ne suis pas un cow-boy. Arrêtez de, de pousser cette fantaisie que vous avez sur l'enfant idéal, sur moi. Je ne suis pas ce que vous voulez que je sois, je suis juste moi. Donc ça c'est ici je parle des des effets négatifs que les parents narcissiques peuvent avoir sur les enfants. Donc dans cette vidéo, j'ai parlé un peu plus sur les enfants en or, les enfants favoris. On a vu que ok, l'enfant favori a beaucoup de positifs, c'est-à-dire qu'il n'a pas les responsabilités, il n'a pas les blâmes, etc. que l'enfant bouc émissaire a, mais malheureusement il y a il y a l'envers, c'est-à-dire que
l'enfant favori est aussi sous le contrôle du parent. Il n'a pas le droit d'être lui-même. Si, par exemple, sa propre personnalité n'est pas la personnalité que le parent veut qu'il soit, eh bien, ça peut créer un problème. Ça peut créer des conflits avec les parents et ça peut aussi créer des problèmes psychologiques chez l'enfant. Et l'enfant doit se battre contre les parents, psychologiquement parlant, pour déterminer sa vraie identité, sa vraie valeur. Voilà. Donc ici, c'était l'enfant en or. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'enfant bouc émissaire. On regarde en ce qui concerne les parents narcissiques et l'art de blesser leurs enfants. Comment est-ce que les parents narcissiques blessent l'enfant qu'il dit être le bouc émissaire, ou du moins qu'il traite comme si c'était un bouc émissaire. On verra ça dans la deuxième vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.